Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Passer à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, c'est l'ambition de la Côte d'Ivoire qui est résolument décidée à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Notre pays veut se tourner vers les énergies renouvelables à travers la construction de centrales photovoltaïques. Les travaux de construction d'une deuxième centrale ont été lancés à Ferkessé-Dougou par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, en présence des autorités administratives, des élus et cadres. Le reportage de Soro Corona. Par ce geste symbolique, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, lance les travaux de construction de la deuxième centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre le mix énergétique de 45% en énergie renouvelable à l'horizon 2030 et un taux de couverture électrique de 100% d'ici fin 2025. Le président s'est rendu compte qu'une chose est d'électrifier une localité, une autre chose est que les populations qui vivent dans cette localité aient de l'électricité dans leur maison. D'où la mise en place du programme d'électrification pour tous, le PEPT, qui a permis de connecter aujourd'hui près de 4 millions d'Ivoiriens. Ce projet ambitieux qui incarne la vision du chef de l'État est réalisé par un privé à plus de 41 milliards de francs CFA. Dès la fin de l'année 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération et d'une capacité de 50 MW crête produira chaque année près de 90 gigawattheures d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370 000 foyers dans cette belle région du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo saluent la réalisation de ce projet novateur. Pour 2025, plusieurs centrales photovoltaïques seront construites dans le pays, a annoncé Mamadou Sangafoa Coulibaly. Il y a une autre centrale à Bondou pour laquelle nous allons poser la première pierre avant la fin de ce mois. Il y a une autre centrale qui est prévue à Korogo. Il y a une centrale qui est prévue à Kong. Il y a une qui est prévue à Katiola. Il y a une qui est prévue à Soubré. Enfin, nous avons vraiment suivi quasiment l'ensemble du territoire, notamment la localité où nous avons un ensoleillement qui permet d'avoir un rendement intéressant. À travers ces centrales, la Côte d'Ivoire veut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Ferkessé-Dougou est la deuxième après celle réalisée à Bondiali. L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable et donc une énergie verte. Et justement, pour cette année 2025, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique décide de faire du respect des normes environnementales son cheval de bataille. Un engagement pris lors de sa rentrée solennelle au Parc national du Banco. Le ministre Jacques Assaoré Conan a exhorté le personnel de son département à la synergie autour des grands défis et enjeux climatiques du moment. Franco Adio, Zakaria Traoré. Après une année 2024 axée sur la visibilité de l'action gouvernementale, Jacques Conan Assaoré, à la faveur de la rentrée solennelle 2025 du ministère de l'Environnement, indique à l'ensemble des structures sous tutelle la vision pour les 11 mois à venir, surtout que l'année écoulée. Nous avons fait adopter le projet de loi sur le changement climatique. Nous avons créé un comité pour réfléchir sur la mise en place d'un éco-organisme dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Nous avons élaboré un portefeuille national de projets pour booster la mobilisation des ressources. N'empêche, les relents du changement climatique et l'incivisme sont restés préoccupants. Le rétrécissement de la lagune ébriée avec la perte d'une superficie de près de 2,5 millions de mètres carrés causée par les remblayages et dont 80% des activités ne disposent ni d'autorisation ni d'études préalables. La mortalité brusque de près de 3000 tonnes de poissons dans la baie de Biétry en mars 2024. Les plaintes récurrentes des populations du fait des activités des cimenteries. En clair, de nombreux défis à relever. C'est pourquoi j'ai décidé de placer cette nouvelle année sous le signe de la rigueur dans l'application de la réglementation environnementale, en choisissant comme thème de l'année le respect des normes environnementales. Le ministre en charge du développement durable appelle donc l'ensemble de ses collaborateurs à l'application des réformes en lien avec le nouveau code de l'environnement, un engagement pris par l'ensemble du secteur lors de cette rentrée solennelle dans le cadre boisé du Parc national du Banco.
Rendons-nous dans la région de l'Indénié-du-Ablin, un peu plus de 2 semaines après les incidents malheureux de Bétier. Les ministres Léon Kakou-Adom et Siandou Fofana ont rencontré les populations. Il s'agissait de leur transmettre un message du gouvernement et du président Alassane Ouattara. Les émissaires du gouvernement ont invité les populations à cultiver la cohésion et à respecter les symboles de l'État en vue de maintenir un climat de paix dans leur localité en cette année électorale. On voit cela avec Herman Yamia. Les ministres Léon Kakou-Adom Ouadia et Siandou Fofana sur la ruine de la brigade de gendarmerie de Bétier. Plus de 2 semaines après les incidents malheureux qui ont opposé les forces de l'ordre et la population, qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie, ces 2 membres du gouvernement, par ailleurs fils de la région, sont venus échanger avec la population afin de ramener définitivement la paix et renforcer la cohésion sociale en cette période préélectorale. Nous sommes venus voir nos parents pour les soutenir, mais aussi passer un message à l'ensemble de la jeunesse à l'effet de respecter les institutions de la République et tout ce qui constitue les choses de la République doit faire l'objet de respect. Et pour cela, nous avons insisté auprès de nos parents afin que de tels cas ne se reproduisent plus. Les populations ont salué cette démarche du gouvernement et se sont engagées à plus de responsabilités dans le respect des symboles de l'État. Le président du conseil régional de l'Indénié-du-Ablin, tout en fustigeant le comportement des jeunes, a rassuré les émissaires du gouvernement que Bétier reste attaché aux idéaux de paix. La gendarmerie, c'est un symbole de l'État. Et nous regrettons cet acte qui a été commis par la jeunesse de Bétier. Nous avons une région paisible et nous souhaitons que tout se passe dans la paix, dans la cohésion, surtout que nous sommes dans une année sensible, une année électorale. 103 personnes ont été interpellées après ces incidents malheureux. Presque toutes ont été relâchées, sauf 5 qui sont encore en détention. Les populations ont demandé la clémence du président de la République Alassane Ouattara afin qu'elle soit libérée. À la date d'aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. C'est une preuve, c'est la preuve de la grande magnanimité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est évident que tout cela sera revu à l'aune de leur comportement aussi, parce que l'acte qui a été posé par la gendarmerie, par le gouvernement, est un acte pédagogique. Au cours de cette visite, la délégation ministérielle s'est également rendue dans les nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie. À cette occasion, les cadres ont offert du mobilier de bureau et des outils informatiques à la brigade. Allons à Diatokro, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, l'on retrouve des guerrières, des femmes qui participent au développement socio-économique de notre pays par la transformation du manioc et des graines de palme. Ces femmes courageuses produisent de la tiéké et d'autres dérivés du manioc ainsi que du savon, des activités qui leur permettent d'être autonomes financièrement. Eugène Atoubé est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Ici, une unité de fabrique artisanale de savon appelée Kabakro, bien connue des populations en Côte d'Ivoire. La production est journalière. L'œuvre des femmes, aidée par quelques hommes assurant des tâches spécialisées dans le processus de fabrication. Bienvenue à Diatokro, village de la région du Sud-Komoué, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, le chef-lieu de région. Je paye huile rouge et puis je mets mettre au feu. Quand ça devient blanc. Après ça, je ramasse encore, je vais mettre dans l'autre barrique. Je mets payer soda. Je vais le mettre dans l'eau pendant 3 jours avec sel. Si je mélange pendant 3 jours, que c'est refroidi. Moi, mais je ne fais pas. Je prends les garçons pour venir faire. C'est eux qui mélangent et c'est eux qui font. Un barrique à 5 000. On fait la récolte chaque fin de mois. Donc maintenant, les femmes s'en vont ramasser. On leur donne les graines. Pour faire savon, on ne donne pas le régime. On leur donne les graines. Puis on laisse, quand c'est bien mûr là, c'est les graines qui tombent. Les graines de palme, élément essentiel de la fabrication du savon Kabakro. Si les femmes n'en sont pas les productrices, elles s'illustrent dans sa transformation. Elles produisent en moyenne 30 tonnes de savon par mois, exportées vers les pays de la sous-région, l'équivalent d'un camion remorque. Aujourd'hui, la commande a doublé. Parce qu'aux années antérieures, on faisait au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois, un chargement. Mais aujourd'hui, on fait au moins 2 chargements par mois. À Diatokro, on fabrique du savon, mais pas que.
Les femmes s'adonnent également à l'activité de transformation du manioc, tubercule à partir duquel on peut obtenir d'autres dérivés. Les gens payent pour faire gari, placali, atieke, akumbe. D'autres même pour faire dokunu. On mélange avec maïs pour faire dokunu. Les femmes qui viennent payer avec nous, ils prennent ça à crédit. Souvent, pour avoir ton argent, même là, tu as des problèmes. C'est tôt le matin jusque tard dans la nuit et tous les jours que les femmes de Diatokro investissent le bord de la nationale A100 qui traverse le village de Narboisseau. C'est l'espace que leur a octroyé la chefferie de Diatokro pour transformer les graines de palme et le manioc. Un endroit que certains jeunes du village appellent ironiquement zone industrielle. C'est dans une dynamique de relèvement économique que chacune de ces femmes y trouve son compte. Chaque matin, on vient ici pour venir tailler manioc. Des fois, le couteau nous coupe, mais on travaille quand même. On est dessus. Si on gagne manioc, on épluche. Si on n'a pas gagné aussi, on s'en va à la maison. Le manioc est trop cher. La cherté du manioc en cette période de raréfaction de ce tubercule, objet de toutes les attentions, les transformatrices individuelles ou regroupées en coopérative à l'exemple de l'Anaya de Diatokro en subissent l'effet. Il faut débourser entre 235 et 260 000 francs CFA pour un chargement de bâcher, 70 000 francs CFA pour celui d'un tricycle. Quand on y ajoute la paye des journalières, comme les éplucheuses, les laveuses de manioc, sans compter le prix du broyage, selon les transformatrices, cela explique aujourd'hui pourquoi les produits dérivés du manioc sont devenus chers, à commencer par la pâte. Non, c'est pas facile même, parce que le manioc est trop cher. On n'a pas les moyens pour travailler. Elle ne se décourage pas pour autant. Les femmes transformatrices du Diatokro, de vraies battantes pour qui toute difficulté est un défi. Aujourd'hui, elles ont fait leur preuve et envisagent d'aller encore plus loin. Nous voulons un financement pour créer une chaîne de valeur pour le placali, même pour le savon Kabakourou. Parce qu'actuellement, nous luttons, nous travaillons archaïquement, avec nos forces. Nous les soutenons, les encadrons. L'exemple de Diatokro a inspiré. Elles envoient le placali au Sénégal, le Kabakourou au Burkina. Or, le garba que les femmes font, ça ne peut pas être exporté. Parce que quand on veut exporter, il faut vraiment avoir du matériel adéquat pour pouvoir sécher la tchéké. Ayeno, un village voisin, dans le domaine de la tchéké, veut être ce qu'est Diatokro en matière de production de savon Kabakourou et de pâte de manioc. Une ambition qui passe par le regroupement de productrices en coopérative pour un meilleur écoulement de leur attiqué. Transformatrice de manioc et de graines de palme, la résilience à toute épreuve, un sujet d'Eugène Atoubé. L'assainissement joue un grand rôle dans la protection de l'environnement et dans la préservation de notre santé. L'inauguration officielle de la station de traitement des boues de vidange d'Anyama Yapokwa s'est tenue jeudi dernier en présence du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana. Au cours de la cérémonie, les vidangeurs ont été invités à une meilleure implication dans le traitement des boues de vidange. Malika Koulibaly, Soro Abou. Le quartier Yapokwa dans la commune d'Anyama est doté désormais d'une station de traitement des boues de vidange. Cet ouvrage réalisé au coût de plus de 3 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement BID, va recevoir des boues de vidange qui pourront produire de l'eau débarrassée de toute substance dangereuse, serviront à arroser des plantes et à d'autres usages. La partie sèche de l'ouvrage produira de l'engrais pour le maraîcher. Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, dit compter sur une implication professionnelle des vidangeurs et leur demande d'en faire bon usage. Nous comptons sur vous, nos amis les vidangeurs, pour que on ne voit plus ce qu'on voit quelquefois souvent à Abidjan et dans la ville d'intérieur, des vidangeurs qui vont dépoter leur bout de vidange dans la lagune à Abidjan. On est une association des vidangeurs qui fonctionne, qui peuvent travailler avec le gouvernement dans la bonne entente. Le code de l'hygiène et de la salubrité en vigueur prévoit pour ceux qui ne respectent pas le règlement de la salubrité et de l'hygiène des sanctions assorties d'une brigade de la salubrité à la disposition des populations. L'émissaire du gouvernement invite chacun à son strict respect. Il y a maintenant un code de l'hygiène et de la salubrité qui sanctionne ces actes-là, aussi bien pour les vidangeurs que pour
vous et moi. La coordination de ce projet a été assurée par l'Office national d'assainissement et du drainage, ONAD. Cette structure a déjà mis en place un plan stratégique pour maîtriser l'assainissement en Côte d'Ivoire. Et ce, pour la professionnalisation de l'activité de vidange, l'organisation de formation, l'institution d'un fonds de garantie pour les opérateurs des vidanges et la réhabilitation du poste de dépotage. Occasion pour Aboubakar Bamba, directeur général adjoint et coordinateur du projet, d'inviter les vidangeurs à se servir de cette station pour des opérations de dépotage. Le message qu'on veut lancer aux vidangeurs, c'est de faire l'effort de venir déposer les bouts de vidange dans notre station pour qu'on les prenne en charge correctement. Le fait d'utiliser la station, ça procède de l'amélioration de l'environnement sanitaire de tout le district. Ce rendez-vous a enregistré une remise de matériel à l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. La visite du site a constitué le point culminant de la rencontre. L'État ambitionne équiper à l'horizon 2030 31 régions de Côte d'Ivoire et 2 districts autonomes de stations de traitement de boue de vidange conformément aux dispositions prévues par la lettre des politiques sectorielles. L'actualité, c'est aussi le conflit dans l'est de la RDC à la suite du sommet conjoint EAC-SADC au cours duquel les dirigeants des 2 organisations ont lancé hier samedi un appel unanime à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités. Les autorités rwandaises ont accueilli positivement les conclusions de cette réunion. À l'inverse, Kinshasa, de son côté, aurait souhaité que l'EAC et la SADC aillent plus loin, déçue par l'absence de condamnation du Rwanda pour son implication dans le conflit, la RDC se montre prudente. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche. N'oublions pas de rester prudents sur les routes.